Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier. J'ai un peu traîné dans le monde du MMA et je crée une chaîne qui va s'appeler MMA Analyse, qui va permettre de revenir sur les différents événements qui sont passés dans le monde au sujet du MMA. Voilà. J'étais anciennement, je faisais partie de la chaîne MMA Mastermind dont je salue mes amis qui, pour diverses raisons, ne sont pas actuellement disponibles. Et donc j'en profite pour faire des petites vidéos sur les différentes nouvelles qui sont passées ces derniers temps. Alors donc je pense que personne n'a pu passer à côté de l'UFC Paris. C'était un gros show, ça a été un gros événement qui aurait pu être vraiment parfait parce que je trouve que les Français ont bien performé, à part petite, même une grosse note négative pour notre ami Benoît. Là, je vais y revenir, d'ailleurs, c'est le sujet de la vidéo. J'ai marqué le fiasco de Paris et le fiasco de BSD, mais j'aurais pu très bien remarquer le, le raté des rendez-vous, parce que pour Benoît, malheureusement, il avait 4-5 rendez-vous ce 28 septembre. Il avait l'UFC Paris, premier rendez-vous. Il avait le main event, deuxième rendez-vous. Il avait effacé la défaite qu'il avait eue contre Poirier, troisième rendez-vous, et effacé aussi le changement d'entraîneur qui a été, à mon avis, je pense que c'est pas le changement d'entraînement, les changements d'entraînement qui ont contribué à cette défaite, malgré, je pense quand même que sur son physique, on a aperçu qu'il était beaucoup plus fin. Sa façon de combattre, je pense que elle a peut-être changé, mais pour moi, je pense qu'elle a changé en mieux. Parce que, alors je vous avouerai, là je l'avoue, si j'avais fait une vidéo avant le combat, j'aurais dit Renato, méfie-toi de BSD, parce que là, il est entre de bonnes mains. Kamel Jemel, c'est un très bon entraînement de boxe thaï. Sur les vidéos que j'ai vues, dont une d'ailleurs, une sur son camp d'entraînement, où on le voit qu'il travaille beaucoup les coudes debout. Kamel parle en disant que il va essayer, il va pas lui changer sa façon de combattre, mais il va essayer de le canaliser dans sa façon de combattre. Donc je pensais que c'était, je pense toujours que c'est une très bonne chose pour Benoît. J'ai trouvé, on n'a pas vu grand chose du sol, donc je pouvais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je pense que le fait d'être parti de Paris à Biarritz, je sais pas, c'est pas Biarritz, je sais plus où est-ce qu'il est dans le sud de la France, a joué quand même au niveau des sparring, parce qu'on a beau dire à Paris, c'est quand même là où on peut avoir quand même pas mal de sparring, et tourner tout le temps avec tout le monde, tout le monde est toujours les mêmes. C'est pas forcément, à mon avis, je pense, une bonne chose. Mais bon, c'est pas ça pour moi qui a fait perdre le combat. C'est un peu une combinaison de tout ça et de malchance. Alors je vous avouerai, pourquoi malchance? Parce que, bon, je pense que l'entraîneur de son adversaire, de Moïcano, il avait vu aussi leur reportage. Il a vu que Benoît s'entraînait quand même pas mal debout. Et il a fait comment ça s'appelle, un game plan au premier middle. D'ailleurs, le middle pas appuyé de Benoît, il est rentré. Il est rentré avec son amené au sol habituel. Il est parti saisir au niveau des hanches. On est un peu au-dessus des hanches, donc un contrôle au niveau du corps. Il a tourné, il l'a amené au sol. Alors par contre, c'est là, moi, si j'ai un reproche à faire, c'est là où Benoît a travaillé. Il se fait prendre de dos trop facilement. Il y a un enchaînement de coups, ça se bagarre un peu au sol. Je crois qu'il passe en demi-garde, et c'est à partir de la demi-garde, il se fait prendre le dos. Je sais pas pourquoi il reste à quatre pattes avec le bassin bien haut, les jambes tendues, et il reste comme ça trop longtemps. Donc qu'est-ce que fait Moïcano? Hop, il met un crochet, il met son triangle de jambes, et c'est à partir de là que l'enfer commence. Je trouve que là, il aurait pu. Cette position, elle est valable, mais dans ce cas, il faut mettre un coup de fesse, mais on reste pas 3 jours, parce qu'on sait que la personne elle va passer ses crochets. Surtout que j'avoue d'ailleurs, j'avoue que j'étais vraiment surpris par le niveau de grappling MMA, hein, pas de grappling de base, grappling MMA, comment
Renato, après c'est un Brésilien, donc du coup je pense que là-bas il a été bien conseillé. Son niveau de combinaison entre les frappes et le sol, il a pas lâché Benoît, mais pas du tout. C'était vraiment techniquement parfait et très très difficile. Alors on entend parler de plein de choses, Benoît il a été nul, machin, patin, coup fin comme on dit, mais vous vous rendez compte qu'il a pris mais le nombre de coude un- je dirais un nombre de coups de coude vraiment nombreux, si je peux dire, même trop nombreux. Et pour ma part, c'est la première fois, et d'ailleurs je pense que je vais peut-être essayer d'enseigner ces choses-là, que je vois quelqu'un qui lock. C'est là que la malchance de Benoît a joué, qui lock la garde montée, la position montée avec un triangle de jambes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est qu'on est loqué avec une montée normale? On a les deux jambes qui sont le long du corps. Et la personne, bon, elle est bloquée parce que le gars au-dessus qui frappe, il serre les jambes, mais on a quand même une mobilité au niveau du corps, on peut arriver à bouger, et la personne est plus bas, elle est située au niveau du bassin. Là, moi, Cano, il avait loqué au niveau des hanches. Donc il était très haut. Donc Benoît, il pouvait pratiquement pas défendre, ses coudes lui touchaient tout de suite le corps, donc du coup ses bras ils sont relativement inefficaces, et c'est surtout que, étant beaucoup plus haut, Renato était au niveau des coudes, c'est-à-dire il avait la tête au niveau des coudes de Benoît. Et donc du coup, tous ceux qui parlent là, je voudrais bien savoir comment ils auraient réagi au bout du 10e coup de coude que vous prenez dans la tête. Bah là, en règle générale, c'est courage fillon, hein. On essaye de faire des choses qui sont pas forcément cohérentes parce que bah on en a marre, on veut que ça s'arrête. On essaye de trouver une solution, mais il faut trouver une solution entre éviter de prendre des coups, essayer de faire quelque chose le mieux possible. Et ça, quand on l'a pas vécu à l'entraînement, quand on l'a pas vécu à l'entraînement, bah c'est très difficile de le revivre pendant le combat, hein. Et vivre ça à l'entraînement, je mets au défi de n'importe qui de faire ça. C'est vraiment monstrueux ce qu'il a subi, hein. Et c'est pour ça que les entraînements doivent être très durs. Parce que ça doit être subi à l'entraînement. J'imagine bien quelqu'un à cheval sur roue avec des coudières et il vous en met, il vous en met, il vous en met. Et il faut arriver à se débrouiller, à trouver une solution. Et d'ailleurs, je pense pas que ça soit travaillé. Ça a été vraiment un concours de circonstances parce que avec le recul, Benoît il aurait dû rester dans le dos avec Renato dans le dos de Benoît qui essaie de le frapper. D'accord. C'est beaucoup moins dommageable en termes de coups que de se retrouver à cheval avec l'autre au-dessus qui vous met des coups de coude, hein. Parce que quand on est comme ça, on peut se protéger, ok, on prend des coups dans la tête, mais ils sont pas forcément forts. On peut toujours arriver à saisir un bras, on peut arriver à en mettre derrière, on peut arriver à se débrouiller, on peut laisser passer un round comme ça, on le perd. Déjà, on le perd pas 18. Et on prend pas des traumatismes comme il a pris. Sorti du premier round, il est commotionné de partout, il est tuméfié de partout, il voit pratiquement plus rien depuis d'un œil, et psychologiquement. Et le cerveau, il a pris mais des coups, mais c'est infernal. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui auraient tapé là, hein. Il y a beaucoup qui auraient abandonné, mais là, c'est vraiment monstrueux quelle tempête il a pris. Et je vous dis, hein, tous ceux qui parlent, subissez et on va voir ce que vous allez faire, hein. Au bout du deuxième, du troisième, quatrième coup de coude, vous allez voir comment vous allez être, savoir si vous allez être encore conscient. Donc il est en voie, il essaye de sortir, de se retourner, il se retourne, il se reprend dans le dos, donc il se reprend des coups. Mais avec tout ce qu'il a pris avant, il est forcément beaucoup moins lucide, il se retrouve à cheval, il se retrouve en demi-garde, mais en demi-garde il commence à moins voir parce qu'il avait qui était gonflé. Et comme je vous dis, hein, quand vous avez pris déjà une dizaine de coups de coude, la première chose c'est d'essayer de choper tout ce qui passe et son adversaire très fort, donc il a assuré sa position, il frappait, il a assuré sa position, il frappait, il a assuré sa position, il frappait, donc pour moi compliqué. Après le deuxième round, alors bien sûr on entend ouais il a gagné le deuxième round, fallait pas arrêter, mais il a gagné le deuxième round pourquoi? Parce que moi je suis entraîneur de Moicano ou Renato, j'ai fait bah, au deuxième round tu vas tranquille, hein. T'as gagné 18 là, même si tu perds 19 ou si il y a un 9-9 ou et s'il y a égalité sur le non il peut y avoir égalité, mais si tu gères le combat, tu mets un coup de temps en temps. T'attends de voir, tu vois que l'œil de ton adversaire il gonfle de plus en plus, tu mets des jabs de temps en temps là où ça fait mal, bah forcément
à chaque fois que tu prends un coup dans l'œil, bah, l'afflux de sang et ton œil grossit, et c'est ce qui s'est passé. Hein. À l'appel du troisième round, vous avez vu le médecin, il a mis sa main devant l'œil qui voyait encore un petit peu, il a mis des chiffres sur l'œil qui était complètement fermé, et on voyait qu'il voyait rien. Donc on peut pas combattre avec un œil, c'est pas possible. Déjà, il faut protéger le combattant, ce qui a été fait, et à mon avis, c'est une décision tout à fait honorable du médecin, et on peut pas critiquer. J'ai entendu des gens qui disaient que j'avais dû arrêter, mais faut rigoler. Et ces gens-là, je vous dis, ils sont pas pris des coups dans la tête, hein, ils savent pas ce que c'est. Hein. Déjà avoir tenu le round sans abandonner, c'est déjà fort. Et maintenant, c'est après il y a j'allais dire autre chose, mais il y a des gens aussi qui ont parlé sur le coaching. Vous êtes marrant sur le coaching. Alors oui, parce que le coach, entre les deux rounds, lui a dit t'es chez toi, tu dois faire ce qu'il faut. Il a essayé de le remotiver, mais vous voulez dire quoi? Il s'est fait remplir pendant tout un round. Il s'est fait remplir sur une position qui n'était pas prévue par le game plan. Qu'est-ce que vous voulez rajuster? À part lui dire retourne pas au sol, sinon il va t'arriver la même chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? À part le rassurer, dire que essayer de le revaloriser, essayer de lui en mettre dedans. Vous n'allez pas dire bon bah les gens disaient mais il a pas dit de choses techniques, mais il va dire quoi? Il a passé son temps dans le dos, et alors que le deuxième round va redémarrer, ça va être debout, c'est comme si le combat recommençait. Et au début du combat vous n'avez rien à dire. Bon, je trouve que les gens ils ont été un peu durs. Pareil. Bon, après le combat, les gens ont dit ouais il aurait dû rester avec Voirin, c'est de sa faute, il a bien cherché, c'est Voirin qui l'a construit. Alors, moi je répète, je l'ai toujours dit, hein, il doit y avoir une symbiose entre l'entraîneur et le combattant. Et si ça ne matche plus, ça sert à rien. Il a eu raison de partir, hein, même si ça va être bon. Et dans la douleur, ça va s'ajuster avec ce nouveau entraîneur. Mais tu peux pas rester avec un entraîneur avec qui tu te sens pas bien, c'est pas possible. Surtout sur des styles de sport comme les nôtres où il y a des frappes, où c'est dangereux, où c'est particulièrement invasif, comme on dit, c'est particulièrement traumatisant. Donc on est obligé d'avoir confiance en son coach. On est obligé d'avoir une totale confiance. Il y a une relation réciproque entre les deux. Parce que sinon, c'est pas viable. C'est pas possible. Oui, comme je vous dis, hein, au tennis, tu peux prendre 6-0, 6-0, 6-0, tu rentres chez toi, tu pleures et c'est tout. Vous avez vu la tête quand BSD va rentrer chez lui, je pense qu'il doit pas être beau à voir. Hein. Donc, pour moi, il a fait le bon choix. Après, c'est dommage qu'il tombe. Moi, je vous dis, hein, qu'il tombe sur cette situation-là, c'est la fausse, a pas de chance. S'il était resté dans le dos, ça aurait pas été la même chose, parce qu'il aurait été peut-être un peu ouvert, ou peut-être pris un peu de coups, il aurait perdu 19. Ça aurait été un autre combat qui aurait commencé, il n'aurait pas eu les yeux qu'il a eu. Ça aurait été autre chose. Après, j'ai entendu des gens qui ont dit, pourtant, Imanov, il a fait la même chose. Ouais, mais l'adversaire, c'était pas le même. Imanov, il avait un grappleur en face, donc il s'est fait contrôler au premier round, mais il n'a pas pris les coups qu'il a pris. Alors que Benoît, il a pris une somme de coups. Je sais pas combien, je suis curieux de savoir combien il a pris de coups, mais je crois que c'est gigantesque. J'avais vu la stat, j'ai oublié. Et maintenant, l'après, moi je pense que déjà il va se reposer. De toute façon, déjà il peut pas prendre de coups pendant 3 mois. Avec tout ce qu'il a pris, là, son cerveau, il va falloir qu'il se repose un petit peu. Les entraînements, il va falloir, à mon avis, la repenser. Pour moi, s'il avait une grosse part à travailler, c'est quand même le gradin de pound et le sol. On a vu que, pour moi, il est quand même limité au sol. Renato, c'est Moicano, je me souviens de son nom. Il lui prend trop facilement le dos, c'est pas possible. Il peut pas prendre de dos. Il est resté, on le voit, il est à 4 pattes avec les fesses en l'air, 4 pattes même pas, il a les jambes tendues avec les fesses en l'air, il reste trop longtemps. Ça, on fait ça quand on met un coup de bassin pour que le gars il saute par-dessus ou il passe par-dessus, mais on reste pas avec comme ça pour essayer de le faire glisser. Jamais jamais le gars il va glisser parce qu'il est dans votre dos. Ça va pas du tout. Je pense qu'il va falloir qu'il revoie ça. Et j'entendais aussi sur un podcast un truc qui est vraiment pas bête sur ce qui a été dit. Il va falloir qu'il soit au maximum de la catégorie, voire qu'il prenne une grosse masse musculaire, parce que quand on mise sur le sol, il faut quand même avoir une force gigantesque, parce que
Le sol, c'est quand même. D'ailleurs, on a vu, hein, des gens comme Oliveira. Moi, je trouve qu'Oliveira, il est trop. Il est pas dans sa catégorie. Il tombe sur des gars, il est très très technique. Mais quand il est tombé contre Tsarutian, c'est une machine. Il a fait la misère. Ces combattants qui sont qui sont forts dans la catégorie, mais qui sont pas assez puissants pour la catégorie. Je pense qu'il va falloir changer cela. Voilà, donc si cela vous a plu, dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez, ça m'intéresse vraiment. Mettez bien sûr un pouce bleu, hein, ça fait plaisir. C'est la première vidéo et je vais en faire d'autres. Si vous voulez que je revienne sur l'UFC, sur les différents combats de l'UFC, mettez un petit commentaire. Soit par exemple mettez oui pour dire ça permettrait de savoir si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'UFC. Bon, c'est vrai que c'est passé, mais ça permet d'avoir une analyse. Les analyses, c'est toujours on peut faire après coup parce que on a pas mal de choses à dire sur le combat de Jousset, sur le combat de Timanov, du combat de Omar Sy. Il y a des choses à dire. Un peu moins sur Lapidus parce que il est resté debout, il a des distances, il a fait ce qu'il a fait le job. Bon, Sharia, ça a été un peu vite. Le combat enfin, voilà, il y a le chaos aussi. Je vais y revenir dessus, mais si vous voulez que j'en parle, dites-le moi en commentaire. Allez, ous, prenez soin de vous.